Aujourd'hui, on reçoit Anne Bourbonnais, qui est infirmière de formation et professeure titulaire à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal. Elle est également titulaire de la chaire de recherche du Canada en soins aux personnes âgées et de la chaire de recherche en soins infirmiers à la personne âgée et à la famille, ainsi que Amélie Gagnon, qui est infirmière spécialisée aux soins aux personnes âgées et actuellement conseillère à la trajectoire personnes âgées au sein de la Direction générale santé et bien-être des aînés à Santé Québec. Ce midi, elles viennent nous présenter le balado Pourquoi crier et les recherches qui sont derrière ce qui a été présenté dans ce balado-là. Donc, je vous invite à y aller. Je vais fermer ma caméra. Puis on se reparle dans 30 minutes. Merci beaucoup, Jacinthe. Donc, merci Jacinthe de nous avoir invités et merci au CIS de Laval de nous avoir invités à présenter sur ce sujet-là qui m'intéresse moi depuis de nombreuses années. Et pour parler un peu de notre balado, qu'Amélie et moi, on a créé. Je vais changer les diapos. Donc, notre objectif ce midi, c'est premièrement de vous parler un peu de ce qui existe comme connaissances scientifiques pour mieux comprendre les comportements vocaux, les cris des personnes âgées et d'identifier des pistes de solutions pour réduire ces cris-là ou le dérangement qu'ils peuvent provoquer. Deuxièmement, on va aussi vous présenter par le fait même un exemple de collaboration entre cliniciennes et chercheuses, autre qu'un projet de recherche qui nous a permis de faciliter le transfert de connaissances fondées sur les expertises réciproques. Donc, commençons par vous raconter comment notre collaboration a débuté. Peut-être que tu peux nous dire, Amélie, comment tu as décidé de me contacter finalement pour qu'on puisse faire quelque chose ensemble, même si on ne se connaissait pas. Mais en fait, j'ai fait preuve d'audace. J'avais de plus en plus de demandes de soutien dans mon rôle de conseillère en lien avec la gestion des cris des résidents en CHSLD de toutes parts. On me demandait quoi faire avec les personnes qui ont des comportements vocaux, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau environnemental aussi pour gérer les insatisfactions, la fatigue auditive et aussi émotionnelle qui étaient reliée aux cris en milieu de soins. Je trouvais pas d'outils simples à utiliser ou qui vulgarisaient bien ce que pouvaient expliquer les cris, notamment comment les comprendre, comment les gérer. Comme je savais par mes recherches documentaires que tu étais notre spécialiste des comportements vocaux au Québec, ben j'ai osé t'écrire pour savoir si toi tu connaissais des outils qui répondraient aux besoins qui m'étaient adressés par les gens du terrain. Et moi, pour ma part, ben, j'ai été super contente de recevoir ton message parce que c'est une des raisons pourquoi je fais de la recherche, de pouvoir aider les milieux finalement à mieux accompagner les personnes âgées qui ont des troubles cognitifs. Puis c'est rare que les gens osent nous écrire comme chercheuse, alors que moi, je passe ma journée finalement à lire sur des problèmes cliniques pointus que vous rencontrez, vous, sur le terrain. Et ben, les intervenants, eux autres, ils n'ont pas vraiment le temps de lire toutes ces choses-là. Donc, c'est sûr que j'aime vraiment ça quand on me contacte comme tu l'as fait. Puis en fait, c'est en discutant ensemble qu'on a réalisé qu'il n'en existait pas de matériel pour expliquer les cris puis leur signification, pour que les gens comprennent bien ce qui se passe puis qu'ils interviennent mieux en soutien aux cris dans les milieux. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de produire le balado pour avoir un outil vulgarisé, synthèse, efficace pour comprendre, analyser puis intervenir lors de comportements vocaux. Puis pour construire le balado, ben, on s'est basé sur des écrits scientifiques existants, puis sur les résultats de mes projets de recherche, puis on a fait pousser un balado. Hum. J'avais d'ailleurs lu quelques écrits que tu avais faits, notamment dans Perspective infirmière, dans Médecins du Québec, qui décrivaient l'intervention des décibels, puis son application sur le terrain. Puis c'est pour ça que je t'ai contacté, toi. Et maintenant, ben, le balado est disponible pour tout le monde. Donc, Anne, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi les personnes crient, en particulier celles qui ont un trouble neurocognitif comme la maladie d'Alzheimer? Oui, je peux vous expliquer. Je vais aller quand même assez vite, fait que s'il y a des questions à la fin, on pourra me les poser. Mais il y a plusieurs raisons pourquoi les personnes crient. Souvent, moi, j'appelle ça des sens. La première raison, c'est souvent pour des émotions, donc d'avoir peur, d'être triste, d'être anxieux, de s'ennuyer. Ça peut être pour des besoins physiques. Il n'y a jamais personne que j'ai rencontré qui était une personne âgée qui criait qu'il n'y avait pas une composante de douleur sous-jacente non soignée ou non traitée. Ça peut être parce qu'ils ont faim, ils ont soif, ils sont fatigués. Ça peut être parce qu'ils ont trop de stimulation ou pas assez.
Ça peut être parce qu'ils sont pas contents avec quelque chose, insatisfaits d'un soin, qui ont besoin d'une information, ou ça peut être parce qu'ils vivent une expérience qui est difficile. Par exemple, ils ont vécu un traumatisme par le passé qu'on réactive, ils peuvent avoir un souhait de mourir et ça va s'exprimer aussi par des cris. Donc, les cris, ben, c'est une façon de communiquer d'une façon qui est clairement atypique, qui est souvent difficile à comprendre, mais qui veut dire quelque chose. C'est généralement un indice que la personne ne va pas bien, puis qu'elle essaye de nous dire quelque chose. Donc, il ne faut pas ignorer les cris, mais ça reste que c'est un comportement qui est compliqué à comprendre parce que souvent, il y a plusieurs raisons pourquoi une même personne va crier dans la journée, des fois pour plus qu'une raison en même temps, et ça change dans le temps. Donc, c'est sûr que c'est pas simple à comprendre pourquoi une personne crie. Ça demande d'être un très bon détective. Sachant tout ça, tu as mené différentes recherches qui ont permis de développer l'intervention décibel, dont on parle notamment dans le balado. Est-ce que tu pourrais nous l'expliquer de façon plus détaillée? Oui, c'est une intervention, l'intervention décibel qu'on a développée avec des proches de personnes âgées qui criaient, puis des soignants ensemble. Et ça vise à réduire les cris, mais ça vise surtout à augmenter le bien-être de tout le monde, donc personnes âgées, des proches et des soignants. On l'a décrit brièvement dans notre balado, puis je vais la résumer maintenant. C'est un peu comme 5 ingrédients d'une recette qu'on combine ensemble en même temps pour optimiser nos interventions quand quelqu'un crie. Le premier ingrédient, puis c'est probablement le plus important, c'est comme la farine dans le pain, là, c'est assez essentiel, c'est de travailler en partenariat entre les soignants, les proches, la personne qui crie et dans la mesure du possible avec la personne âgée elle-même. Puis ce partenariat-là permet d'approfondir la connaissance que chacun a sur la personne qui crie. Le deuxième ingrédient, ben, c'est de travailler ensemble à identifier les raisons, les sens des cris, des comportements vocaux. À partir de ce que je viens de vous expliquer, il y a plusieurs raisons. Fait que ça, c'est le deuxième ingrédient. Le troisième, ben, c'est d'associer ces raisons-là avec des interventions puis plusieurs interventions. Puis le Mhm. quatrième ingrédient, c'est de personnaliser ces interventions-là à cette personne unique qui est la personne qui crie. Puis le cinquième ingrédient, c'est de revisiter tout ça, donc de réfléchir en équipe pour optimiser notre identification des raisons pourquoi les gens crient et les interventions qu'on y associe. Si on reprend les ingrédients un à un avec un exemple concret pour être sûr de bien saisir puis de le rendre applicable. Est-ce que, par exemple, le principe de partenariat, ça ressemble à l'approche de partenariat de soins et de services avec les usagers et les proches qu'on connaît dans les milieux de soins, dans les milieux de vie? Puis le fait de travailler avec justement là, l'histoire de vie de la personne, ses expériences passées. Ça ressemble en partie à ça, mais c'est très spécifique au CRI quand je parle du partenariat ici. Puis ça va un peu plus loin. C'est concrètement, ça prendrait la forme d'une discussion d'équipe, là, où ils ont l'air très, très heureux sur notre photo, de travailler ensemble. Donc, les soignants, les proches, la personne âgée, on inclurait les préposés, au moins une proche, puis on s'assoirait ensemble pour discuter pourquoi cette personne âgée spécifique crierait, puis les interventions qu'on pourrait faire. Donc, c'est un peu avec la contribution de tout le monde, comme un espèce de remue-ménage collectif. Si on met ça en scène, mettons, avec un exemple fictif de Monsieur Rossignol. Monsieur Rossignol, dans notre situation, présente des cris en matinée et en fin de journée, puis on tente de comprendre les raisons de ces cris-là, donc les sens. Dans un premier temps, pour reprendre l'étape du partenariat, l'infirmière contacte la fille de Monsieur Rossignol, lui demande si elle accepte de venir sur place ou maintenant avec la technologie par téléphone ou par conférence visio comme on fait en ce moment, à une rencontre où on discuterait de son père pour faire en sorte que son père se sente mieux, qu'il crie moins. La préposée de jour serait invitée, la technicienne en loisirs, si possible aussi, la personne qui travaille de soir, les infirmières auxiliaires, ou même toute autre personne qui est intéressée à contribuer aux idées justement pour faire le remue-ménage. Comme on le voit sur la photo, l'ambiance est très importante, puis on veut que ça soit une ambiance de camaraderie, de discussion, où tout le monde est sur le même pied d'égalité, puis tout le monde a le même objectif, soit le mieux-être de M. Rossignol. C'est bien ça. C'est exactement ça.
Puis on enchaîne dans cette discussion de partenariat avec l'autre ingrédient qui est d'essayer d'identifier les raisons des comportements vocaux en tentant de regarder les raisons à partir de la perspective de la personne qui crie. Donc, de se mettre dans sa place, puis en portant attention aussi aux différents sons, différentes sonorités des cris qui vont changer selon les raisons. Mhm. Si je reprends la situation de M. Rossignol, lors de la réunion qui a été organisée, tout le monde lance son idée pour expliquer les raisons des cris aux différents moments. Donc, par exemple, la préposée pourrait dire qu'elle trouve que M. Rossignol a l'air anxieux le matin quand il est tout seul dans la salle de séjour. Sa fille pourrait dire que peut-être qu'il s'ennuie en fin de journée puis que ça le rend moins tolérant à toutes les activités qui sont autour de lui. Puis on le sait qu'en fin de journée, dans les milieux, ben, il y a de l'activité. L'infirmière pourrait aussi amener le point que M. Rossignol a peut-être de la douleur à force d'être assis dans son fauteuil roulant toute la journée, donc de ne pas bouger suffisamment. Donc, si on continue avec notre troisième ingrédient, bien, une fois qu'on a identifié ces raisons-là, bien, il faut trouver des interventions qui iraient avec ces raisons-là, des cris. Mon exemple typique est que si vous faites jouer de la musique à quelqu'un qui crie parce qu'il veut aller aux toilettes, vous avez 100% de chances que ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut mettre la bonne raison avec la bonne intervention. Donc, pour M. Rossignol, dans la discussion de partenariat, la préposée pourrait proposer de masser les mains de M. Rossignol quand il crie, justement parce qu'il est anxieux. Puis on sait que c'est une intervention qui a fait ses preuves au niveau de l'anxiété, mais de l'ajuster aussi avec, d'utiliser une crème avec une odeur qu'il apprécie particulièrement là, pour travailler au niveau de ses sentiments puis des choses qu'il aime. La technicienne en loisirs pourrait proposer aussi à la fille d'enregistrer une vidéo pour faire de la présence simulée avec une tablette pour que quand Monsieur Rossignol crie, qu'il s'ennuie, ben, il puisse utiliser ça en complément d'un album photo pour le divertir, mais aussi pour le sécuriser. Donc, c'est des interventions qui pourraient être mentionnées dans le cadre de la rencontre. Donc, plusieurs raisons pour plusieurs interventions pour plusieurs raisons. Puis notre Exact. quatrième ingrédient, ben, c'est de le personnaliser, chacune des interventions que tu viens de nommer, finalement, pour cette personne âgée-là, parce qu'elle est unique. Donc, c'est comme le bout créatif de, il faut personnaliser les interventions à cette personne spécifique. Donc, toujours dans l'exemple de M. Rossignol, la discussion qui entoure les interventions qu'on met en place va être modifiée par une information drôlement importante que la fille apporte. Euh, L'information étant que M. Rossignol, juste au début de sa retraite, avait pris des cours de massage des mains. Donc, dans cet esprit-là, euh, il est proposé que ce soit M. Rossignol qui masse les mains des gens et non l'inverse, comme on est habitué de faire dans les milieux, que ce soit les préposés ou les intervenants qui fassent les massages. Là, on inverse la situation. Euh, pour l'équipe, ben, c'est assurément une adaptation de l'intervention. Fait que, tu sais, il faut s'ajuster en personnalisant, mais vraiment plus adapté à M. Rossignol, à son profil à lui, parce que en plus, ça va amener son sentiment de se rendre utile pour les autres. Fait que ça va reprendre ça. L'équipe a aussi proposé qu'il masse pas juste les mains, tu sais, d'une personne qu'il connaît, mais du personnel d'entretien ménager qui viennent de toute façon proche de lui puis qui le connaissent, puis même à d'autres résidents avec qui il s'entend bien, ce qui libère par le fait même la préposée de se faire masser les mains, mais de pouvoir intervenir avec d'autres résidents. Donc, attends, je cherche ma petite flèche. Donc, le cinquième ingrédient, ben, c'est de réfléchir en équipe pour mettre en commun les forces de chacun, puis d'augmenter le potentiel d'accroître le bien-être de tout le monde. Donc, les raisons pourquoi la personne ou M. Rossignol crie peuvent changer. Il faut faire des essais, peut-être que ça marche pas. Fait qu'il faut réfléchir en équipe à ce moment-là pour se réajuster. Pour M. Rossignol, ça pourrait être de s'assurer là, qu'il est en accord avec le plan de match qui a été fait, enfin, qui fait partie de la discussion. Même s'il y a un trouble neurocognitif, il peut comprendre certains éléments, puis acquiescer ou dire son désaccord si c'est pas le cas. Il faut aussi prévoir un petit moment quelques semaines plus tard où on contacte la fille pour discuter avec l'équipe, pour voir si ce qui était prévu au plan de match, ça fonctionne bien.
Est-ce qu'il y a toujours des cris avec autant d'intensité ou ça a diminué? Est-ce que la fréquence a changé aussi? Est-ce qu'il y a des éléments qui pourraient être, des interventions qui pourraient être bonifiées, ajustées? Est-ce qu'il y a d'autres raisons qui ont pu être identifiées? Peut-être parce que maintenant on est plus attentif à la sonorité des cris de Monsieur Rossignol. Donc, tout ça met en importance le fait de travailler en équipe puis de s'en reparler là, souvent. Puis aussi de tenir compte du fait que l'histoire de vie d'une personne, mais c'est pas juste son passé, c'est aussi son présent. C'est pour ça que les soignants sont aussi une source riche d'informations parce que oui, les proches, la famille connaissent le passé, mais les soignants connaissent bien le présent. Puis même si une personne est atteinte d'Alzheimer, ben, elle continue d'évoluer, puis elle continue de se développer une histoire de vie, même avec une atteinte cognitive. Donc, c'est exactement ça. Finalement, on a besoin de tout le monde pour pouvoir aider face à ce problème des cris. Selon tes études, qu'est-ce que ça peut changer dans la vie de Monsieur Rossignol, le fait de travailler avec l'intervention décibel? Donc, dans un de mes projets qui était une étude pilote, puis je vais aller vite, mais les résultats de tout ça sont publiés, donc vous pourriez aller les lire si vous voulez plus d'informations. Mais dans cette étude pilote-là sur l'intervention décibel, surtout quand on implantait bien le partenariat, on a vu dans 5 CHSLD où on l'a essayé pendant au moins 3 mois que ça avait des effets importants chez les personnes âgées. Un, il y avait moins de comportements vocaux et de cris. Mais aussi, il y avait plus de bien-être. On a pu mesurer qu'ils étaient plus souriants, qu'ils mangeaient mieux. Donc, il y avait vraiment des effets sur leur bien-être. Pour les proches, qu'est-ce que vous avez pu constater? Bien, pour les proches, souvent, les relations sont un peu tendues des fois avec les soignants. Donc, après l'intervention des CIBEL, ce qu'on a vu, c'est que spontanément, il y avait comme un partage d'informations avec les soignants. Les soignants les accueillaient, les proches plus chaleureusement, puis les proches aimaient ça. Ils partageaient spontanément des nouvelles, ce qui plaisait aussi aux proches. Et les proches faisaient plus confiance aux soignants. Et ils se sentaient plus capables d'agir, ce qu'on appelle de l'empowerment. Donc, les proches savaient plus quoi faire aussi quand la personne âgée qui criait, ben, qu'est-ce que je fais quand elle crie? Est-ce qu'il y a eu des résultats aussi au niveau des soignants? C'est l'avantage de travailler en partenariat, c'est que ça fait du bien à tout le monde. Donc, ce qui arrive avec les soignants aussi, ben, c'est que souvent, les soignants ont l'impression que les proches, des fois, comprennent pas trop leur réalité et leurs contraintes. Donc, à la suite de l'intervention des CIBEL, ben, les soignants ont réalisé que les proches étaient plus compréhensifs de leurs contraintes. Ils trouvaient aussi que les proches leur faisaient plus confiance et eux autres aussi avaient une capacité d'agir augmentée quand les gens criaient, ils savaient plus quoi faire. Donc, ça a eu à peu près des effets parallèles, miroirs entre les proches et les soignants. C'est quand même une intervention qui demande un certain travail d'équipe, donc une certaine implication. Puis on le sait, le temps, c'est une rareté pour tout le monde. Euh, Est-ce que tu as pu identifier dans le cadre de tes recherches des moyens qui ont pu aider à adopter l'intervention décibel dans les différents milieux de vie ou de soins? Y a-t-il des trucs? Oui, il y a des stratégies. Dans mes études, puis dans d'autres écrits, fait que j'ai fait une étude où on a regardé ça, mais j'ai aussi regardé ce qui se faisait dans la littérature scientifique. Il y a plusieurs stratégies qui ont été identifiées pour mettre en œuvre des interventions comme décibel qui demandent du travail d'équipe. Ces stratégies-là ont surtout été décrites dans le cadre des CHSLD, mais elles peuvent aussi s'appliquer dans tous les autres milieux, incluant à domicile. La première chose à faire, ben, c'est qu'il faut mettre en œuvre ce type d'intervention-là progressivement et en poursuivant à long terme. Donc, on ne fait pas ça du jour au lendemain. Donc, vaut mieux faire ça lentement, mais sûrement et persévérer. Exactement ça. Il faut aussi inclure toutes les personnes qui sont concernées, tant dans la réflexion que dans l'application des interventions, même si c'est parfois atypique d'inclure, par exemple, le personnel d'entretien ménager dans l'application d'une intervention. Bien, dans ce cas-là, ça prend vraiment la contribution de tout le monde. Moi, je suis bonne avec les adages, là. Plusieurs têtes valent mieux qu'une, mais aussi en œuvrant à plusieurs, on se sent moins seul probablement lorsque c'est plus difficile, mais drôlement plus confiant lorsqu'on voit ou, dans le cas ici, on entend que les résultats puis les stratégies qu'on met en place, ça fonctionne. C'est ça. Puis quand ça commence à être adopté par un milieu, fait qu'en y allant doucement, tout d'un coup, on voit que peut-être il y a un peu moins de cris, ben on va avoir des effets positifs, ben ça nous donne le goût de continuer.
c'est sûr que quand on voit que la démarche fonctionne, ben on voit que, ben on voit pas, mais on entend que les cris diminuent. On voit aussi que la personne qui crie a l'air mieux. Parfois, c'est sûr que les personnes vont crier encore, sauf que ça va être moins souvent ou ça va être moins intensément. Fait que c'est à ce moment-là qu'on sait que les personnes sont mieux. Puis probablement que pour les intervenants ou l'entourage, ben tout le monde sait mieux quoi faire, puis se sent moins impuissant aussi face aux cris, parce que c'était souvent ça là, qui était nommé dans le cadre des recherches. C'est ce qu'on a vu dans les résultats où il y avait une capacité d'agir plus grande. Donc, quand tout le monde voit que ça va mieux, ben ça aide aussi pour faire ça qu'il y ait du coaching et du mentorat parce que c'est du travail d'équipe. C'est une approche qui est très relationnelle, là, très Mhm. pratico-pratique. Fait que c'est sûr que plus qu'on a d'occasion de pratiquer directement avec de l'aide, plutôt que juste dans le cadre de formation théorique, ça doit être vraiment bénéfique. Finalement, pas faire ce qu'on fait en ce moment. Euh, Exactement. et ça permet progressivement aussi d'avoir des personnes qui deviennent des modèles de rôle pour les autres. J'imagine que si on a des espaces pour que chacun puisse échanger sur leur succès ou sur ce qui a fonctionné avec dans le cadre d'une personne qui crie, autant pour les soignants que pour les personnes proches aidantes, les familles, ben ça peut être aidant. Puis on doit se sentir aussi plus soutenu le fait de pouvoir partager dans des espaces déterminés, là. Genre l'étape de revenir puis réfléchir en équipe. Tout à fait. Fait que quand on met toutes ces stratégies, ben, en général, on fait baisser des décibels. Donc, mieux pour tout le monde. Mais ça reste que dans les milieux, il faut réfléchir aussi à comment atténuer les inconvénients des cris pour les autres parce qu'on a beau faire tout ce qu'on vient de décrire parfaitement, comme c'est un moyen de communiquer, on ne fera jamais disparaître les cris complètement parce que les êtres vivants ont besoin de communiquer. Les personnes âgées qui crient sont vivantes, donc elles vont continuer peut-être de s'exprimer de cette façon-là. Donc, qu'est-ce que vous pensez qui pourrait être fait? Qu'est-ce que vous faites dans les milieux pour atténuer ces conséquences-là? Ben, tu l'as dit que même si on fait la démarche, tu sais, décibels à 100%, il va toujours rester des cris. Donc, c'est normal qu'une personne communique si elle communique par les cris. Donc, il faut en tenir compte, puis il faut pas l'ignorer. Donc, je dirais que la première chose qu'on doit faire, c'est de sensibiliser puis de renseigner les personnes sur les raisons des comportements vocaux pour que les gens autour des personnes qui crient comprennent mieux que c'est pas intentionnel puis que ça veut dire quelque chose quand une personne crie. C'était notamment un début de notre balado d'avoir un outil de sensibilisation puis d'enseignement. Ensuite, ben, on peut adapter l'environnement physique, utiliser du matériel pour atténuer les cris. Dans l'exemple de notre photo, la dame a des coquilles auditives. Bon, ça peut avoir l'air un peu bizarre, les coquilles jaunes, mais ça peut être drôlement aidant pour une personne qui est surstimulée ou qui a une fatigue auditive, voire même une irritation. Ça peut être très bénéfique. On peut mettre aussi une salle insonorisée à la disposition de l'entourage pour se reposer justement du bruit puis des cris. Ça peut être aidant. Faut aussi prévoir probablement du soutien psychologique par les équipes psychosociales ou des activités qui vont offrir une pause de l'exposition aux cris. On peut privilégier de mettre les personnes qui ont tendance aussi à crier près de personnes qui sont malentendantes. Bon, ça peut avoir l'air un peu bizarre comme ça, mais il faut savoir tirer profit du profil de chacun des usagers dans un milieu pour que ça fasse sens, puis que personne puisse se nuire entre eux. Puis évidemment, toutes ces stratégies-là sont à discuter en équipe, en partenariat, parce qu'il faut tenir compte de l'opinion de chacun. C'est une situation complexe pour tout le monde. C'est intéressant qu'on ait réfléchi à ces moyens-là d'atténuer ensemble parce qu'il n'y a pas beaucoup d'études qui sont, en fait, il n'y a pas beaucoup d'études qui étudient les cris, il y en a quelques-uns, mais il n'y a pas beaucoup d'études qui sont intéressées à qu'est-ce qu'on fait pour les gens autour. Donc, ça nous a permis finalement de faire ressortir l'intérêt qu'on collabore ensemble à titre de clinicienne pour toi et chercheuse pour moi. Ben oui, parce que c'est quand on a réalisé qu'il n'y en avait pas d'outils concrets pour aider les personnes dans les milieux,
c'est ça qui nous a amené à faire le balado, en fait. Donc, la collaboration clinicienne-chercheuse, ben, c'est pas juste pour participer ou pour faire des projets de recherche, ça pourrait être aussi pour développer ensemble, comme on a fait, des outils pour le vrai monde qui sont présents quotidiennement sur le terrain. Ben, c'est tout à fait ça. Puis, en tout cas, personnellement, j'ai trouvé qu'en échangeant avec des chercheurs, en l'occurrence avec toi ici, ça m'a permis de raffiner des choses comme clinicienne. Par exemple, quand on parlait ensemble de l'histoire de vie, ben, ça m'a rappelé que la vie, elle continue quand on vit dans un milieu de soins, puis que les personnes âgées, ils continuent d'évoluer, même si elles sont atteintes cognitivement, puis il faut en tenir compte, parce qu'une personne peut être d'une certaine façon dans son passé avec son histoire de vie, puis elle peut évoluer, puis devenir une personne pas complètement différente, mais dont il faut tenir compte de ses préférences actuellement. Donc ça, c'est un angle des fois en discutant avec toi, on a raffiné ensemble. Ben, c'est sûr que comme chercheurs, nous, on a l'avantage d'avoir du recul, de lire, de réfléchir, de ne pas être pris dans l'obligation d'une action immédiate. Donc, ça peut nous donner une perspective ou une compréhension qui est un peu différente. Mais on a aussi besoin de la perspective des cliniciens pour combler nos propres angles morts. Donc, ça demande vraiment de travailler ensemble. Je dirais en complément que comme clinicien, il faut oser contacter les chercheurs, surtout ceux qui travaillent en recherche appliquée comme toi. Les directions de recherche, les centres de recherche des établissements de santé peuvent nous aider à faire ces liens-là si on n'ose pas directement écrire à un chercheur que vous connaissez pas. Ces directions-là sont spécialisées puis sont là pour ça notamment. Puis il y a beaucoup de chercheurs qui sont contents quand on reçoit des messages. Donc, toi, tu l'as fait que oser envoyer un message, après ça, ben après, on se connecte. Donc, c'est plus fun, on peut faire d'autres projets. Exact. C'est avec ça qu'on arrive à la fin de notre programme. Alors, quelques messages Alors, clés. c'est ça, les messages à retenir. Ben, premièrement, les cris, c'est sûr que c'est dérangeant. C'est rare que les gens crient de joie, là. Du moins qu'un cri de joie, ça ne dure pas longtemps. Mais ils ont plusieurs raisons, ces cris-là. Ils nous disent quelque chose, donc il faut agir, il ne faut pas les ignorer. C'est un peu comme apprendre la langue de la personne qui crie. Chaque personne qui crie a sa propre langue. Il faut apprendre sa langue pour bien comprendre ce qu'elle essaye de nous dire. Deuxièmement, on peut utiliser l'intervention des décibels pour favoriser le bien-être de tous. C'est une recette qui est simple à faire si on est en équipe. Puis finalement, ben, la collaboration clinicien-chercheur, ben, il faut oser pour s'entraider avec nos forces différentes et nos angles morts différents. Ben, on peut aller plus loin puis aider les gens et les soins. Et ben, en plus, c'est le fun, hein? Assurément. Au final, ben, on réalise que tout le monde, autant les chercheurs que les cliniciens, on travaille pour le mieux-être des personnes âgées, chacun à sa manière. En collaborant ensemble, on peut assurément améliorer concrètement les soins et les services au Québec en se basant sur les résultats issus de nos chercheurs québécois. Anne, je veux te remercier de ton ouverture, mais surtout de ton accessibilité parce que dans le cas que je vivais comme conseillère sur le terrain, ben ça a porté fruit, puis ça a donné lieu à un outil clinique qui, on espère, sera utile pour bien des gens. Ben, merci à toi, Amélie, d'avoir osé. Puis surtout, tu es une super collaboratrice. Donc, c'est vraiment agréable de pouvoir faire ce pont entre la clinique et la recherche avec toi. Donc, on vous remercie de nous avoir écoutés. On va pouvoir répondre à vos questions. On vous a mis un gros code QR ici qui va vers une page web qui présente le balado, mais aussi d'autres ressources qui portent sur l'écrit. Vous avez aussi nos adresses courriels, puis on vient de vous apprendre que vous pouvez nous écrire, puis que vous pouvez oser. Donc, voilà. Donc, Jacinthe, je ne sais pas Je si tu suis veux. là. Donc, merci Anne, merci Amélie pour la présentation. C'est le temps de la période de questions. Donc, je vous rappelle de lever la main, utiliser l'espace de questions-réponses ou l'espace de discussion pour poser vos questions. J'en profite pour confirmer ce qu'Amélie a dit à propos du soutien potentiel du service de la recherche de votre établissement. En tout cas, chez nous,
Au CIS de Laval, effectivement, si vous voulez entrer en contact avec un chercheur, vous ne savez pas trop comment, que vous cherchez des informations supplémentaires à propos d'une thématique ou quoi que ce soit, vous pouvez effectivement nous contacter. On a une adresse recherche.cislav@sss.gouv.qc.ca ou si vous connaissez quelqu'un dans le secteur, vous pouvez y écrire directement. Si c'est pas nous, on va vous trouver la bonne personne pour vous répondre. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'on peut faire pour les services. Je regarde un peu, j'ai quelques questions, mais moi j'en avais une avant qu'on passe aux questions du public. J'ai-tu des mains levées? Juste vérifier. Non, pas de mains levées. Tout ce que vous avez présenté, là, la méthode que vous avez présentée, il n'y a pas de médication d'impliquer là-dedans. Puis on est dans un contexte dans les CHSLD où même on essaye de couper la médication. Pourquoi on ne va pas vers la médication? Ou est-ce qu'il y en a une ou un traitement ou autre chose qui peut aller, qui pourrait aider à diminuer les cris dans l'hébergement? Ben, je prends cette question-là. On verra si Amélie prend la prochaine. Des médicaments, il n'y en a pas des médicaments pour faire cesser de crier. Ça n'existe pas. Tu sais, si on crie parce qu'on a faim, il n'y a pas vraiment de pilule qui va nous arrêter d'avoir faim. En fait, c'est pas une bien bonne idée, une pilule qui te fait arrêter d'avoir faim. Donc, en fait, il n'y a pas de médicaments qui marchent pour les cris. Puis quand on donne des médicaments, souvent, c'est plus pour un peu assommer les gens, puis c'est plus les effets secondaires qu'on a qui réduisent leur qualité de vie. Donc, en fait, c'est déconseillé des médicaments pour les cris. Il y a deux exceptions. La principale exception, c'est pour gérer la douleur. Comme j'ai mentionné, presque toutes les personnes qui crient ont une composante de douleur parmi d'autres raisons pourquoi ils crient. Donc, c'est sûr que ça, la médication et des stratégies autres que de la médication aussi peuvent aider à soulager de la douleur, mais de bien soulager la douleur est un élément qui peut demander un médicament. Puis, si une personne âgée criait, par exemple, parce qu'elle a une anxiété très, très sévère ou une dépression, ben là, on pourrait aussi traiter l'anxiété ou la dépression. Mais à ce moment-là, c'est pas tellement les cris qu'on traite avec les médicaments, c'est plus la raison en dessous. Donc, ça revient un peu à refaire une démarche, identifier des causes et des interventions. Mais si vous pensez Ça, qu'il y a une pilule qui va les faire arrêter de crier juste de même sans chercher pourquoi, ça n'existe pas. Des fois, ils crient moins fort, mais ils crient pareil. ça touche un peu une question que j'ai là, dans le chat. Là, ton cas, Mm. Amélie, là, Monsieur Rossignol, là, je pense que c'est un cas fictif, mais tu as mentionné qu'il y avait une origine multifactorielle là, à ces cris, dont la douleur au positionnement dans le fauteuil. J'imagine que tous les aspects, là, on fait pas juste essayer quand on va essayer d'aider diminuer les cris, on va regarder tous ces aspects-là. C'est pas juste une partie en particulier, là. Non, évidemment que dans le cadre de la présentation, on s'est concentré sur un exemple qui était plutôt atypique, là, le massage des mains, puis on voulait montrer jusqu'où pouvait aller la personnalisation. Mais quand on nomme les différents sens que peuvent avoir les cris, ben, c'est important d'adresser tous les sens, puis d'essayer de mettre des interventions sur toutes les causes potentielles des cris. Donc, oui, la douleur, puis Anne l'a nommé d'entrée de jeu, c'est souvent, voire presque toujours, une des causes des cris, un sens qui est amené dans le remue-ménage. Fait que oui, Mhm. ça, on peut l'adresser avec de la médication parce que c'est la médication qui va soulager la douleur. Euh, le positionnement, ben la même chose. C'est sûr que si on suspecte que M. Rossignol a mal dans son fauteuil ou que je vais reprendre un mot à la québécoise, il est ankylosé parce qu'il bouge pas beaucoup dans son fauteuil. C'est une vieille terminologie, là, mais écoute. Euh, ben, on va l'adresser. Donc, on va essayer de changer de position, on va essayer de voir si on peut pas adapter le fauteuil. Puis là, il y a des gens beaucoup plus spécialisés que moi qui pourront vous aider à trouver des moyens ou des interventions adaptées pour répondre à cette cause-là d'un des cris de M. Rossignol. Évidemment que toutes les causes sont adressées. Hmm. Excellent. On a une question ici. Quand, qu'est-ce qui arrive quand le bruit se mélange avec l'agressivité, même s'il y a de multiples interventions pharmacologiques ou non pharmacologiques, est-ce que l'intervention décibel est toujours efficace? Peut-être que je peux prendre celle-là, Amélie. C'est sûr que quand on a développé l'intervention décibel, on a travaillé juste sur les comportements vocaux, les cris, parce que les raisons pourquoi on crie sont généralement pas les mêmes raisons pour lesquelles on frappe quelqu'un. Donc, on a travaillé pour essayer de bien comprendre. Mais il reste qu'en ce moment, je suis en train justement d'identifier les raisons pourquoi les gens sont agressifs, puis on va Mhm. adapter l'intervention décibel. Donc, cette approche-là de travailler en partenariat, d'identifier les raisons d'un comportement, de mettre plusieurs interventions, de personnaliser,
Ben, on peut le faire avec de l'agressivité physique, on pourrait le faire avec quelqu'un qui déambule, qui erre, on pourrait le faire pour plein de comportements. En fait, c'est une approche qui permet de décortiquer les raisons d'un comportement et de pouvoir intervenir sur plusieurs raisons avec beaucoup d'interventions, puis de le déléguer à plusieurs personnes aussi. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est qu'il y a une personne qui va le faire, puis après ça, on change de corps de travail, puis les autres le font pas, puis là, on le maintient. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'il y ait un travail en partenariat où tout le monde réfléchit, puis il faut penser aussi, parce que vous n'avez pas beaucoup de temps en milieu clinique en général ou dans les différents milieux de soins, puis vous êtes souvent en cours de ressources, fait que si tout repose sur l'infirmière ou le préposé, ben c'est sûr que c'est difficile à porter. Donc, il faut mettre les autres résidents en contribution, les proches des autres patients, les personnels d'entretien, des bénévoles. Donc, il faut vraiment être créatif. Est-ce que ça fonctionne toujours? Ben, il n'y a aucune intervention d'équipe qui fonctionne toujours à 100%, mais plus on travaille ensemble, puis plus on cherche les raisons des comportements, en pensant qu'il y a plusieurs raisons avec plusieurs interventions, ben, c'est comme si on optimisait. Je dis tout le temps, vous le faites déjà un peu souvent en milieu, ben, c'est comme y donner des stéroïdes. Tu sais, on le booste pas mal pour pouvoir que ça soit plus efficace. Donc, plus vous le faites, puis plus vous le travaillez en équipe, puis avec persévérance, plus il y a de chances que finalement l'agressivité physique Mhm. aussi puisse diminuer. Mais je pense qu'il faut identifier des raisons différentes des comportements vocaux, des comportements agressifs. Hmm. Mais malgré tout, là, est-ce que ça arrive qu'une personne peut continuer à crier, même si les besoins de base sont répondus, même si c'est indépendant des interventions du personnel? Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Ben, c'est une bonne question parce que, comme Anne l'a dit, mais il n'y a aucune intervention qui fonctionne à 100%. Puis si on se rappelle, les cris, c'est une façon de communiquer. Donc, c'est sûr que même si on adresse toutes les raisons pour lesquelles les cris, on pense que la personne crie, ben c'est certain que il peut en rester quand même. Puis souvent, puis en fait, dans la littérature, on dit que une baisse de 50% du comportement, c'est un succès. En fait, de 25 à 50%, c'est un succès. Fait que déjà, en partant avec cette prémisse-là, faut être conservateur, là, je dirais. Puis, faut aussi se rappeler que c'est souvent les personnes avec un trouble neurocognitif qui crient. Donc, il y a des changements physiologiques au niveau du cerveau qui se passent, qui font que la personne ne communique plus normalement, comme vous et moi. Donc, ça, c'est aussi, faut le savoir, faut en tenir compte. Dans les recherches d'Anne, il y avait une dame qui criait, puis à un moment donné, l'équipe de recherche lui a adressé, mais pourquoi vous criez? Elle dit, mais elle dit, c'est pas moi qui crie. Elle entendait crier, mais elle était certaine que c'était pas elle. Fait que Hmm. c'est vraiment pas intentionnel, c'est vraiment une façon de s'exprimer. Donc, sachant tout ça, même si on a comblé les besoins de base, ben, il peut y avoir des éléments de tristesse, de solitude que, oui, on peut combler avec des interventions, mais il y a quand même des émotions, un ressenti qui peut persister. On peut intervenir, mais l'idée, c'est que ça diminue, que ça soit moins fréquent, puis qu'au moins, on voit que la personne se sente mieux, qu'elle ait un sentiment de bien-être plus grand. La constance du travail d'équipe va faire une différence aussi. Puis c'est pas parce que des fois la constance de l'application des interventions est pas à 100% là que les gens sont pas compétents. Tu sais, des fois on entend ah, ben c'est parce que le personnel est pas compétent. Non, c'est pas ça. C'est que parfois c'est difficile aussi émotionnellement d'entendre des gens crier puis de pas en fait de pas comprendre pourquoi ils crient. Ça devient difficile. Faut pas faire l'analogie avec les bébés là, parce que les gens peuvent penser qu'on infantilise, mais l'idée c'est pas ça, c'est que un bébé qui crie en début de vie, le temps de comprendre quand il crie d'une telle manière, c'est pour dire telle chose, puis quand il crie à un autre moment d'une autre façon, ben c'est pour dire qu'il a mal, il est inconfortable, il a faim. C'est un peu le même principe sous-jacent avec nos personnes atteintes cognitivement parce que justement, la façon de communiquer est différente, puis il nous le signifie par les cris. Fait que le temps de décortiquer tout ça, ça demande du temps, ça demande aussi plusieurs têtes pour comprendre. Mais déjà, des fois, de se rappeler de cette analogie-là, ça peut nous rendre, je dirais, plus tolérants, plus compréhensifs, euh, puis apaisés d'une certaine manière.
J'aime ça que tu mettes Donc, l'accent sur le travail d'équipe. Là, je t'ai interrompu, Anne, mais non, vas-y. tout le monde est important là, là-dedans, là, Mhm. du préposé à Absolument. l'infirmière à Mhm. même peut-être la personne à l'entretien, peu importe qui pourrait avoir un input sur la situation, devrait avoir un espace pour le dire, là. Oui. Oui, il ne devrait pas avoir de hiérarchie. En fait, tout le monde devrait pouvoir amener des idées. Puis oui, on n'aime pas ça comparer avec les bébés, mais tu sais, ça ne nous viendrait pas à l'idée de dire ah, il faudrait développer un médicament pour que les bébés pleurent plus. Je pense qu'il y aurait bien des cas de DPJ si on faisait ça. Tu sais, en général, on se dit, ben, quand ils pleurent, ben, les parents, à un moment donné, sont fatigués puis ils n'ont pas le goût qu'ils pleurent, mais ça reste que leur intention, c'est pas qu'ils arrêtent de pleurer. Ils ont le goût de le savoir quand la couche a besoin d'être changée puis quand ils ont Oui. faim. Fait que c'est un peu la même chose. On ne veut pas faire complètement disparaître. Si on pouvait faire disparaître complètement les cris, on saurait plus ce que les Mhm. gens ont besoin ou ce qu'ils Mhm. vivent. Donc, je pense que quand on change notre perspective sur le comportement, déjà, on le perçoit moins dérangeant, puis on devient des meilleurs détectives. Donc, ils vont crier moins longtemps ou moins fort parce qu'on va répondre plus vite à ce qu'ils nous communiquent. Donc, c'est un peu l'attitude qu'il faut adopter ben, j'appelle ça jouer au détective, puis de trouver ça comme un défi de ah, pourquoi il fait ça en ce moment? Puis de porter attention au son. Dans mes études, on voyait que les soignants sont capables, on dit, ah là, il crie. Ah, mais là, c'est parce qu'à la fin, tu sais, je vais lui donner à manger puis elle va arrêter. Ils étaient capables, à force de porter attention puis d'observer le moment, puis la tonalité, puis les comportements moteurs en même temps, ben, ils étaient capables de dire, oh, là, elle a mal, ou là, elle est anxieuse, ou là, elle s'emmerde. Donc, d'être capable, mais pour ça, il faut porter attention. Mhm. Puis à ce moment-là, ils crient moins longtemps et moins souvent. Dans mes études, il y a eu des personnes qu'on a intégrées où ça a pris un week-end, puis il n'y avait plus de cri, il y avait plus aucun cri. Puis dans d'autres cas, ben, on l'atténue beaucoup, ça reste, mais ça devient moins dérangeant parce que c'est moins souvent. Puis des fois, ça reste un peu, mais ça dérange moins parce qu'on comprend pourquoi la personne le fait. Quand on sait que c'est parce que la personne est très, très malheureuse puis qu'elle est triste, ben, c'est peut-être plus facile à accepter que si on pense qu'elle fait ça intentionnellement pour déranger les autres. Donc, il y a aussi Mhm. un changement de Changement perspective de à adopter. perspective. Ouais. Mhm. J'ai d'autres questions encore, donc un petit message. Merci pour cette présentation très intéressante. Est-ce que l'écholalie est considéré comme des comportements vocaux et est-ce que l'approche décibel est applicable dans ce type de comportement vocal? L'écholalie est effectivement un type de comportement vocal. Souvent, il y a comme une composante neurologique moins émotionnelle en dessous, mais c'est aussi des fois causé par de l'anxiété ou du stress. Donc, ça fait partie des comportements vocaux. Il y en a, je me souviens d'une résidente qu'on avait eue, on est qui passait ses journées à répéter, mon Dieu, qu'est-ce que je vais donc devenir? Mais tu sais, 24 heures sur 24. Donc, c'était une forme d'écholalie ou de répétition de la même phrase. Donc, des fois, ils répètent ce qu'on dit, des fois, ils font juste répéter la même phrase, mais en dessous, ce qu'on voit, c'est que des fois, ils le disent, puis c'est neutre. Tu sais, ils vont dire, mon Dieu, qu'est-ce que je vais donc devenir? Puis des fois, ils font, oh, mon Dieu, qu'est-ce que. Puis là, on fait, OK, là, il se passe quelque chose. Fait que Anxiété. là, il faut que Fait que, tu sais, quand je dis qu'il peut y avoir plusieurs cris en même temps, c'est un peu ça. Puis Mhm. quand les gens voient que c'est comme neutre, comme espèce de tic vocal, ça dérange moins, souvent les autres aussi parce que c'est moins intense, que quand il y a une émotion qui s'ajoute, qui là, il communique quelque chose. Donc, effectivement, il y a une composante qui peut être, avec la détérioration, les problèmes neurologiques, qui peut être une forme d'écholalie ou de palilalie, de répéter des phrases tout le temps. Mais Mais ils varient dans leur sonorité. est-ce que l'approche décibel s'applique à ce type de Elle comportement? s'applique. C'est pas la cause la plus fréquente, là, tu sais, d'écholalie neutre, là. C'est rarement ça qui. Disons que dans mes projets de recherche, c'est rarement ces résidents-là qu'on nous réfère. C'est pas ceux qui dérangent beaucoup. C'est ceux qui vont crier très, très fort, etc., ou qui vont déranger les autres. Fait que c'est peut-être pas le comportement vocal qui dérange le plus, mais ça fait partie des comportements vocaux, de ce que j'appelle moi des cris, parce que c'est plus clair à comprendre, mais ça fait partie. Il y en a des fois qui gémissent toute la journée fortement, Hmm. ben ça fait partie des cris, entre guillemets aussi. Hmm. Mhm. Parlant de patients ou d'usagers qu'on vous réfère, il y a quelqu'un qui demande est-ce que vous acceptez de vous déplacer dans des milieux de soins pour accompagner une équipe qui serait à bout de ressources? Ben, c'est pas tellement ce que je fais normalement, moi, comme chercheur, mais on peut me contacter pour réfléchir, est-ce que je vais aller faire de l'intervention pendant 3 mois dans un milieu? Pas vraiment. Mais si on me contacte puis que quelqu'un veut réfléchir avec moi, un peu comme Amélie a fait, où là, c'était pour pouvoir trouver, mais quelqu'un qui aurait des situations difficiles puis qui contacterait, ben oui, je pourrais m'asseoir puis réfléchir avec l'équipe puis les aider à amorcer quelque chose, puis après, ils pourraient continuer à mettre leurs propres ressources.
Hmm. Donc c'est quelque chose, les chercheurs, on est là pour ça. Le manuel sur l'intervention décibel, il est disponible. J'ai mis le lien dans le chat. Il est Il va disponible être en sur le site français, il Internet est aussi, ouais. disponible en anglais. Bon, c'est un manuel, il y a toutes les explications, mais c'est vraiment les 5 ingrédients qu'on a présentés qui sont essentiels. Puis oui, je ferai pas je vais pas me substituer au milieu, mais je peux accompagner ou aider dans la réflexion les milieux, certainement. Puis Clarifier le j'ai, guide ou trouver d'autres solutions ben applicables c'est dans des ça. cas spécifiques. Ah, c'est bon. Ouais, ouais. Je Euh, un- rajouterais, oui. Jacinthe, je rajouterais à cet élément-là, dans le fond, qu'il y a aussi les équipes, dans la majorité des établissements du Québec, il y a des équipes SCPD, donc pour Mm. soutenir les symptômes Ouais. psychologiques comportementaux de la démence. Parfois, c'est des équipes de deuxième ligne ou dans les cliniques de gériatrie là, en externe, mais c'est des équipes qui souvent se portent disponibles pour Ouais. justement par soutien téléphonique ou même il y a dans certains établissements, ces équipes-là se déplacent. Mm. Puis avec le déploiement là, du plan Alzheimer, ben c'est des équipes qui sont présentes puis qui se spécialisent justement dans ça, le soutien aux équipes, puis Mhm. amener la réflexion par le coaching dans des cas Mm. très concrets. C'est comme ça que les gens apprennent le mieux avec des Mm. exemples, puis en ayant des petits succès. Les petits Mm. succès font de grands gains et Mm. forment l'apprentissage. Alors, n'hésitez pas, je crois, à les contacter. Tout à fait. Puis c'est ce que tu faisais, toi, Amélie, dans le milieu d'aider dans ces problématiques-là. Donc, il y J'ai a en soutien, effectivement puis oui, un mais il y soutien. avait aussi, tu sais, les équipes vraiment dédiées à la gestion Ouais. des STPD dans les milieux, là, mais Je pense qu'il effectivement, y a déjà des équipes dans les c'est le milieux. but. Moi, je peux Ouais. ajouter des résultats de recherche, je peux ajouter, venir complémenter, mais c'est ça. Si je me mets à travailler pour les milieux cliniques, il n'y a plus personne qui va lire les écrits puis faire la recherche. Fait qu'il faut comme trouver, on peut Le juste travailler milieu. ensemble pour s'entraider. Faudrait que tu crées une formation là, qui pourrait aller dans aider les équipes ou quelque chose comme Mais ça. ça existe la formation parce que dans le cadre du projet de recherche, on a la formation sur l'approche décibel, qui est une formation accréditée pour les infirmières de 7 heures qu'on a offert dans les milieux dans lesquels on a donné la recherche. C'est juste qu'une fois qu'on finit les projets de recherche, on n'a pas un mandat, nous, de former toute la province, mais elle existe, la formation. J'ai une coordonnatrice qui l'a donnée dans les milieux cliniques. Fait que si quelqu'un voulait reprendre la formation puis l'offrir, ben ça serait possible, elle est déjà Ah, existante. bon, c'est C'est bon. une formation pour former des formateurs, pour former des leaders locaux. Donc, Ah, ça c'est existe. intéressant. Euh, j'ai une autre question. Il y a une pratique qui s'est installée dans les CHSLD de nos jours. Si tous les besoins sont comblés et des démarches ont été utilisées pour atténuer les cris, les intervenants amènent le résident dans sa chambre pour éviter la désorganisation du reste des résidents. Donc, on parle d'isolement. Qu'est-ce que vous pensez de cette pratique? Veux-tu y aller, Amélie? Ben, je dirais que je reprendrais la recette Hum, décibel. hum, Puis je dirais que faut peut-être reprendre, puis là, inclure tous les ingrédients pour s'assurer qu'on n'a rien échappé. Puis parfois, c'est pas si évident. Là. Peut-être de la manière qu'on la décrit, euh, ça a l'air simple, mais dans la hum, vraie vie, on le sait que c'est pas si simple, puis ça peut être complexe. Mais je reprendrai les ingrédients pour essayer de comprendre l'écrit, mais isoler une personne parce qu'elle crie, à part si elle est surstimulée puis qu'elle a hum, besoin d'être calme, puis que c'est ça le sens de son cri de ramenez-moi parce que j'en hum, peux plus. Là, ça peut être une bonne façon. Mais sinon, c'est de créer de l'isolement. Puis là, ben, si la personne crie de plus en plus, clairement, on n'amène pas un mieux-être. Donc, hum. c'est à ce moment-là, il faut revoir les interventions, faut revoir le sens des cris puis essayer de retrouver d'autres causes parce que on en a peut-être échappé. Hmm. J'ajouterais que quand on arrive, nous, avec le projet, quand on arrivait pour l'implanter dans des milieux, les gens disent, ouais, mais on fait déjà ça. Puis là, on disait, OK, ben quand est-ce que vous êtes assis avec la famille? Fait, oui, mais là, fait que finalement, on a l'impression souvent qu'on le fait, mais nous, quand on arrive, on travaille 3 mois de temps avec les équipes pour qu'ils le fassent. Fait qu'ils commencent en nous disant qu'ils font déjà ça, puis nous, il faut qu'on travaille avec eux pendant 3 mois pour leur faire réaliser qu'ils pensent qu'ils ont tout exploré, mais ils n'ont pas vraiment exploré de manière si systématique. Ils n'ont pas réfléchi à beaucoup de raisons. Ils n'ont pas décortiqué en grande équipe, en partenariat. Fait que c'est sûr que c'est pas quelque chose qui est pas fait du tout, mais c'est pas quelque chose qui est fait dans son plein potentiel, donc ça n'a pas le même impact.
Et je suis d'accord avec toi, Amélie, c'est sûr que si on les isole, puis c'est quelqu'un qui crie parce qu'elle s'ennuie, ben c'est juste si on accentue la raison des cris. D'ailleurs, beaucoup d'une chose qui est ressortie quand on demande aux proches quand est-ce que la personne a commencé à crier. Beaucoup de personnes ont commencé à crier souvent pendant qu'ils étaient hospitalisés dans le milieu hospitalier pour une fracture de la hanche ou quelque chose, où on Mhm. les met dans le fond d'un corridor puis on les ignore. Ils se mettent à crier pour qu'on Attirer s'occupe d'eux. l'attention. Mm. Puis ils développent ce mode de communication. Puis après ça, avec les troubles cognitifs, ils ont de la difficulté à trouver d'autres manières. C'est comme s'ils développent cette façon de communiquer. Puis après ça, ils se ramassent dans les centres d'hébergement puis dans les autres milieux. Puis c'est comme si c'est la façon. Fait qu'il y a probablement une partie de ce comportement-là qui est aussi développé au fait d'avoir été isolé chez certaines personnes. Fait que c'est vraiment pas une bonne stratégie. Ce qu'Amélie présentait, de peut-être trouver des pièces insonorisées pour les autres personnes. Donc, pour les gens qui sont dérangés par les cris, eux, d'isoler les gens qui sont dérangés par les cris, de les regrouper ensemble pour qu'ils soient dans un environnement calme, fait plus sens en général que d'isoler la personne qui crie. À moins, comme dit Amélie, que ça soit par surstimulation. C'est comme si on les punissait, sinon. Donc, c'est de trouver plus d'autres mécanismes pour éviter de déranger toutes les autres que de faire subir à la personne qui crie quelque chose qui n'est pas de sa faute. Mm. Bon, pour l'instant, je vois pas d'autres questions. Si jamais il y en a d'autres qui apparaissent.